bonjour à tous. Effectivement, la présentation de notre intervention peut être considérée comme un cas pratique appliqué finalement dans une grande collectivité, en l'occurrence Dijon, bien de méthodes d'opération qui ont pour but de développer la prise en compte de la biodiversité urbaine et les connaissances naturalistes en associant les citoyens. Et donc se met en place à Dijon, donc c'est récent, un observatoire participatif et culturel de la biodiversité urbaine. Et c'est donc le Jardin des Sciences de la ville de Dijon qui en est le porteur et l'animateur. Donc le Jardin des Sciences, en fait, est l'intitulé, l'entité qui désormais regroupe le musée d'histoire naturelle, le jardin botanique et le planétarium. Et donc cet observatoire participatif et culturel de la biodiversité urbaine, c'est un observatoire dont la démarche va se dérouler en partenariat étroit avec l'Université de Bourgogne et notamment avec l'appui de la mission culture scientifique qui aura pour mission bien de croiser l'ensemble des compétences à l'université dans le domaine des connaissances, dans le domaine notamment aussi des recherches dans le domaine social, autour de l'acceptation d'une biodiversité en ville et aussi dans le développement de protocoles et d'études d'évaluation des mesures qui seront prises. Alors cette mise en place de l'observatoire de la biodiversité urbaine sur Dijon, il faut vraiment le placer dans un contexte général de la collectivité. Cette prise en compte de la nature en ville, elle est récente, hein, ça a été rappelé ce matin dans la présentation de Philippe Pagnès, entre des préoccupations, la retranscription dans des orientations politiques, des orientations des textes réglementaires, et au niveau du contexte de la collectivité, donc ville de Dijon et agglomération dijonnaise, c'est un faisceau en fait d'adoption de programmes, de plans, de préoccupations, d'orientations politiques qui finalement font que ces actions concertées vont sortir désormais de manière visible. Alors j'ai listé très rapidement quelques préoccupations, mais ça va vraiment faire l'écho avec ce qui a été dit ce matin de manière plus générale. À l'échelle de la ville de Dijon, comme dans beaucoup d'autres villes, au niveau d'axes de gestion de l'espace qui prennent en compte de manière plus importante la biodiversité en ville, la mise en place d'une démarche qui tend vers zéro produit phytosanitaire, l'établissement de plans de gestion différenciés des espaces, et principalement des espaces verts, l'établissement de zonage, une attention particulière qui est menée maintenant sur la flore, les plantes, les modes de gestion, notamment du patrimoine arboré de la ville. On peut noter aussi dans ce contexte général le développement de projets urbains de type notamment écoquartier sur la ville de Dijon et son agglomération, d'énormes projets urbains labellisés entre guillemets écoquartiers, et dont la vocation, l'affichage est clairement indiqué en faveur de la préservation et du maintien de cette biodiversité urbaine. Une réflexion aussi qui est en cours de manière transverse à l'échelle de la ville au niveau des zones de friche, des zones délaissées. On se pose aujourd'hui, et seulement la question aujourd'hui, de qu'est-ce qu'on fait de ces micro-espaces. On en parlait tout à l'heure, zones de corridors, etc. Enfin, il y a certainement des choses intéressantes à faire. Et un constat finalement maintenant qui est partagé à l'échelle de la ville et des différents services, qui est aussi, qui est finalement de se dire cette nature en ville, cette biodiversité ordinaire, on la connaît très peu. Il n'y a pas d'études sur le long terme, les connaissances sont très lacunaires et souvent ponctuelles. Alors bien sûr, de par le passé, aujourd'hui existent toujours de nombreuses opérations de recensement, d'inventaire. Pour citer, il y a quelques années, un recensement de la végétation, de la flore spontanée qui se développe autour des tours des arbres, qui a été mené par l'INRA l'année suivant la mise en place du protocole zéro phyto. Des inventaires de coléoptères dans les parcs des jardins de la ville, vous aurez une présentation demain, en collaboration avec la Société entomologique de Dijon. Des inventaires floristiques au niveau de la flore du lac Kyr qui ont été menés par l'association Arborescence, je pense qu'ils vous en parleront demain également. Nous, on a développé avec les espaces verts des études au niveau des zones périurbaines et des combes dijonnaises. Voilà, il se passe déjà pas mal de choses, il y a des suivis ornithologiques
mais finalement pas de connaissance globale, lacunaire, pas de restitution, comment dire, qui peut être opérationnelle pour les services en termes de gestion. Et indépendamment de cet axe de gestion de l'espace, les préoccupations sont récentes et affichées aussi à l'échelle de la collectivité autour finalement d'un lien avec les habitants, les citoyens, concernant la prise en compte de cette nature en ville. Alors juste quelques exemples. La ville de Dijon et le Grand Dijon soutiennent déjà des actions dans le domaine de l'éducation à l'environnement. Alors bien sûr, celles menées par l'établissement de la ville de Jardin des Sciences, mais aussi des projets dans le domaine de l'éducation à l'environnement qui sont menés par des associations sur le territoire. Autre axe fort finalement sur lequel nous on va s'appuyer, la ville a adopté un projet éducatif global, on est dans le domaine de la réussite éducative au sens large pour tout enfant de 0 à 18 ans je crois. Et dans ce projet éducatif global, ce qui est marquant et important pour nous, c'est l'axe fort l'axe fort et structurant de ce projet éducatif global, enfin, l'axe majoritaire, et l'éducation à l'environnement. Donc voilà encore quelque chose sur lequel on peut s'appuyer et développer nos actions. Et puis, dernier point qui montre finalement que ce contexte est favorable aujourd'hui à l'échelle d'une ville comme celle de Dijon. Et bien c'est finalement après quelques années de gestion différenciée de l'espace vert, d'arrêt de l'utilisation massive de produits phytosanitaires, et bien commence à y avoir des retours des habitants. On se rend compte que finalement il est important d'évaluer déjà finalement quelle est l'efficacité de ces mesures strictes de gestion qui sont menées. Donc on a la recherche d'indicateurs, on a la recherche d'efficacité de ces mesures, et aussi, voire surtout, on se pose la question de cette notion effectivement d'acceptabilité du citadin par rapport à cette nature, entre guillemets, qui revient. L'exemple souvent frappant, enfin qu'on cite souvent, c'est les mauvaises herbes autour des arbres, etc. Et donc se pose maintenant la question bien, de sensibiliser ces citadins, ces habitants, les rendre acteurs, etc. par rapport à cette problématique. Alors les objectifs, très rapidement, on y reviendra après, de cet observatoire, je l'ai déjà dit de diverses manières, c'est bien développer la connaissance en associant les habitants et de développer des actions qui favorisent la biodiversité en ville. Et donc chaque mot est important dans l'intitulé de cet observatoire, donc il est participatif. Marie-Laure y reviendra par la suite, mais il s'appuie donc sur des études participatives et il s'appuie essentiellement sur les études, notamment qui ont été présentées ce matin, les études coordonnées par le Muséum national d'histoire naturelle et les programmes Viginature. Donc ce sera vraiment le socle de nos activités qui vont être menées. Et il est culturel, mais ça Marie-Laure y reviendra par la suite. Alors, rapidement, finalement, par rapport à cette orientation et à cet observatoire de la biodiversité urbaine, porté par un établissement comme le Jardin des Sciences, qui regroupe un musée d'histoire naturelle et un jardin botanique, eh bien, c'est une réorientation importante, finalement, de nos activités, d'un établissement installé depuis 1836 sur le site de l'Arquebuse et dont les missions traditionnelles, au sens musée, jardin botanique, est traditionnellement défini comme un établissement de connaissance, de conservation et de valorisation du patrimoine naturel. Donc on voit bien qu'on tourne bien dans l'ensemble de ces thèmes, mais ça a demandé pour nous une réorganisation aussi, un nouveau projet d'établissement qui a été récemment validé, et alors peut-être pas une redéfinition de nos missions, c'est peut-être un petit peu trop important, mais plutôt une réorientation dans ces différents domaines. Donc au niveau, par exemple, pour reprendre connaissance du patrimoine naturel, que ce soit par le biais de l'étude de nos collections patrimoniales, des milliers de plantes verdiers sont conservés au Jardin des Sciences, des millions d'insectes, etc. On est un lieu important de conservation de ce patrimoine naturel régional. Donc au niveau finalement de réinterroger ces collections anciennes, et ça c'est un axe de réorientation, et également aussi pour les collectes actuelles qui sont menées de connaissances naturalistes, notamment dans le domaine botanique et entomologique. Et pour redonner un exemple de réorientation, dans le cadre des activités de connaissance de la flore qui sont traditionnellement menées par le jardin botanique, nous adaptons, ça c'est des choses qui sont en cours, un des programmes participatifs du Muséum de Paris
qui s'appelle Vigiflore. En fait, c'est un peu l'équivalent du stock pour l'ornithologie, en ayant finalement des mailles spécifiques sur Dijon, qui nous permettront aussi, donc là on est sur des inventaires botaniques faits par un public averti, mais qui nous permettront aussi finalement de nous comparer à d'autres collectivités, comparer nos méthodes de gestion, etc. etc. Au niveau pour l'axe, par exemple, conservation du patrimoine et constitution de nos collections, eh bien, on s'est rendu compte aussi finalement de manque dans nos collections qui sont conservées au niveau du Jardin des Sciences, notamment par exemple dans le domaine de la botanique. Et donc, dans le cadre de l'Observatoire de la biodiversité urbaine, eh bien, va se dérouler un projet de constitution d'un herbier urbain, et via intrinsèque entre le périurbain et l'urbain, un petit peu à l'image des études ornithologiques qui sont menées par l'Université de Bourgogne, par rapport à cette flore à l'échelle de notre collectivité. Autre exemple, au niveau de la conservation des collections aussi, mais finalement la constitution de collections pédagogiques, qui dit faire connaître la biodiversité urbaine, dit aussi finalement ce qu'elle a montré. Et donc la constitution, par exemple aussi notamment d'un herbier à vocation pédagogique, etc., va faire partie des choses qui vont être développées. Et troisième axe classique des missions des muséums et jardins botaniques, la partie valorisation auprès de tous les publics du patrimoine naturel, bien réorienté vers l'axe biodiversité et biodiversité urbaine. Donc cet aspect-là passe par la rénovation de l'établissement, donc rénovation de la partie exposition permanente, le bâtiment typique classiquement qui s'appelle pavillon d'Arquebuse, donc pour une réouverture sur juin 2013, où finalement la présentation des spécimens est réorientée autour de grandes thématiques, l'histoire de la vie et la présentation de la biodiversité et des enjeux actuels au niveau de la biodiversité. Et en parallèle, la rénovation du jardin botanique, quelle présentation de plantes aujourd'hui pour un jardin botanique citadin dans une ville comme Dijon, où la réorganisation finalement du discours que l'on présente au travers de la présentation de la culture de ces plantes, eh bien la réorientation est autour d'un grand thème, on va dire, biodiversité sauvage et cultivée. Et donc les expositions permanentes et temporaires, tout comme la présentation en extérieur des plantes du jardin, sont des outils de connaissance et de sensibilisation à la biodiversité urbaine, et qui vont être des outils pour nous de mobilisation pour des études participatives de biodiversité. Et dernier point de réorientation, on va dire, de nos missions traditionnelles, dans le cadre de la valorisation, c'est la médiation que l'on propose en direction de tous les publics, donc réorientation aussi de nos activités, avec finalement le développement d'un programme d'accompagnement pour tous les publics, en groupe, voire en individuel, observateurs de la biodiversité urbaine, observateurs participant à ces programmes participatifs. Et là, c'est l'équipe de médiation qui va accompagner ces programmes, mais ça Marie-Laure qui viendra par la suite. Un autre axe pour nous, qui est important pour nous par rapport à la mise en place de l'activité des observatoires, c'est le passage d'une observation d'activité, on appelle nous traditionnellement centripète, à un passage d'activité centrifuge, c'est-à-dire que traditionnellement notre public vient à nous, on fait tout pour attirer le public vers le site de l'Arquebuse, lieu de sensibilisation et d'éducation à l'environnement, alors que s'intéresser de manière participative à la biodiversité urbaine nous demande à nous d'aller finalement à la rencontre des habitants et de voir avec eux la nature au plus près de chez eux. Et donc on n'est plus sur une notion de public empêché à faire venir, mais au contraire à nous d'aller conquérir des nouveaux observateurs, et non plus des publics, mais vraiment des observateurs, acteurs avec nous de cette biodiversité urbaine. Et donc derrière, c'est aussi des nouveaux publics, des nouvelles actions, s'intéresser à d'autres types de publics, adultes, seniors, types de groupes, etc. Il nous reste beaucoup d'actions à mener, donc en partenariat. Pour la suite, je passe la parole à Marie-Laure. Je vais essayer d'aller vite. Alors, les exemples de programmes participatifs sont nombreux. Ceux qui ont été choisis pour démarrer donc, à Dijon sont 2-3. C'est Sauvage de Maru, Speedball et Observatoire des Escargots.
Alors, Sauvages de la rue, je ne vais pas trop revenir dessus, puisque ce matin, vous avez eu les spécialistes qui vous en ont parlé. Donc, je vous rappelle juste, c'est de faire la liste des espèces qui poussent dans une rue sur un espace bien délimité. Speedball, c'est un des plus simples, il me semble, puisque tout le monde peut participer. Il suffit de prendre des photos. Donc, aujourd'hui, pratiquement tout le monde a un appareil photo chez lui avec lequel il peut faire des milliers de photos. Et l'idée là, c'est de faire un maximum de photos d'insectes sur une espèce de fleur. Donc on choisit dans son jardin une fleur et on doit faire pendant un temps défini autant de photos possibles d'insectes qui vont butiner, qui vont autour de cette fleur. Ces photos sont ensuite déposées sur un site et ça permet d'avoir de faire que tout le monde observe finalement les insectes qui gravitent autour des plantes de son jardin, ou alors de sa rue si on n'a pas de jardin, ou du jardin qui est autour de son rue. La dernière, Observatoire des escargots, nous l'avons choisi parce que c'était quelque chose facilement faisable, même par les tout petits. L'idée, c'est de faire 3 fois par an, au printemps, en été et en automne, 1 ou 2 actions. La première, c'est chercher des limaces et des escargots dans son jardin, ou dans le jardin du muséum, ou où on veut, les identifier et les transmettre au muséum. Et puis, la chose plus facile qui est faisable par les tout petits, c'est juste de compter sous une planche que l'on aura placée 3 à 4 semaines avant l'observation, le nombre d'escargots ou de limaces qui sont venus sous cette planche. Donc ça permet de toucher là même les écoles maternelles et de faire découvrir les animaux aux tout petits. Alors, on a choisi ces 3 programmes pour 3 raisons. Les ressources que nous avions en interne, que ce soit au sein du Jardin des Sciences, au sein de l'université, celles qui étaient les plus faciles à mobiliser dans un premier temps, les compétences de chacun, pour les plantes et les insectes, le muséum est largement là pour répondre à toutes les questions. Donc c'était... on a compté sur d'abord ce que nous avions autour de nous pour choisir ces programmes. Et puis aussi l'intérêt que pouvait avoir le grand public pour ces 3 types de programmes. Comment on pouvait communiquer autour pour donner envie aux gens de participer. Alors, pour aider les gens et pour accompagner finalement l'entrée dans ces programmes, différentes actions peuvent être mises en place. Donc pour Sauvages de la rue, il y a le jardin botanique. Une plate-bande a été spécifiquement aménagée avec les plantes dites sauvages de la rue. Donc les gens qui viennent au muséum peuvent dans le jardin botanique reconnaître les plantes qui vont pousser dans leur rue. Ils auront la plante en vrai dans le jardin. Pour Speedball, je reviens sur le fait que c'était simple de prendre des photos. Et puis, au sein du muséum, il y a une collection d'insectes qui est très importante, qui plaît toujours au public. Quand on ouvre ces salles au moment des journées du patrimoine, c'est une des collections qui passionne les gens. Donc, c'est quand même une facilité pour faire adhérer les gens à ce type de programme. C'est aussi un lien pour travailler sur les pollinisateurs, donc ça permet d'avoir une entrée vers d'autres insectes, ou d'aller plus loin dans le monde des insectes. Les escargots, c'est ce que je vous disais, facile à faire avec les enfants, au sein d'une école, au sein d'un centre de loisirs. On n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de connaissances pour découvrir le monde qui nous entoure. Alors, l'idée, ce qui est intéressant, je pense, dans le projet, c'est que le Jardin des Sciences est une aide, finalement, entre le grand public et ces programmes.
Il n'est pas toujours facile pour le public d'aller directement sur ces structures nationales, d'aller directement sur le site. Quand on va voir, on peut se dire ben, on ne saura pas déterminer, on ne saura pas faire, c'est compliqué à mettre sur le site. Donc ça peut rebuter un petit peu certaines personnes. Et puis pour le musée d'histoire naturelle, enfin, le musée national d'histoire naturelle, le fait que les données soient passées par le Jardin des sciences, ou du moins qu'il y ait une validation un peu pour certaines données, peut être intéressant parce que tout ce qui arrivera au Muséum national sera quelque chose peut-être un peu plus précis que si c'était le public lambda. Alors, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est faire connaître ces programmes. Donc les 3 que nous avons choisis sont un point de départ. Mais on veut surtout accompagner les gens pour qu'ils adhèrent à ces programmes et ne soient pas perdus. Donc ça peut être par le biais d'initiations naturalistes, donc au sein du Jardin des sciences, mais aussi il y aura des collaborations qui existent déjà mais qui vont se développer avec la SSNB, avec les autres associations naturalistes, pour faire découvrir finalement les plantes, les insectes aux gens qui n'y connaissent rien. Le muséum, enfin le Jardin des sciences peut être aussi une aide au protocole, parce que je ne sais pas si vous avez déjà regardé ces programmes, mais des fois on se retrouve avec des clés de détermination qui ne sont pas forcément très simples. Et quand on n'a pas fait de cas, quand on se retrouve face à une clé de détermination, on est parfois un peu perdu. Donc l'idée c'est que les gens du muséum soient là pour aider les familles à comprendre un peu mieux ces clés de détermination. Il y a aussi un cycle pédagogique pour les scolaires qui va être mis en place sur plusieurs séances, donc pour sensibiliser les enfants dans le cadre scolaire, c'est souvent un petit peu plus facile. Et puis il peut y avoir aussi une aide à la saisie de données, puisque le Jardin des sciences possède dans son établissement un espace qui s'appelle l'espace Panda. C'est un centre multimédia, et donc les gens peuvent avoir accès à des ordinateurs et avoir accès directement à la mise en réseau de leurs données. Ah, pardon. Alors, pour finir, je me dépêche. L'idée, donc, c'est que cet observatoire participatif est aussi culturel. Donc, l'idée, c'est d'essayer de montrer au grand public que l'on peut participer à son niveau à cet observatoire. Donc ça peut être par le biais d'expositions. Vous avez la photo du centre où il y a une photo en extérieur. C'était une expo qui a été faite avec l'INRA sur herbes sauvages. L'idée de l'observatoire, ce serait de faire ce type d'expo avec les photos faites par les habitants. Et de montrer que soi-même, on peut être créateur d'expositions. Cet observatoire aussi, les résultats retenus peuvent être présentés lors des fêtes de quartier, lors de la fête nationale de la nature, donc par le biais de petits stands. Il y a aussi des rencontres avec les scientifiques qui seront mises en place. Alors elles existent déjà, ces rencontres, c'est dans le cadre de l'expérimentarium, de la nuit des chercheurs, du salon des champignons, des écrans du planétarium. L'idée est vraiment de faire sortir le chercheur de sa tour d'ivoire dans lequel le grand public le met parce qu'il ne connaît pas son travail, et de faire en sorte que la rencontre se passe entre le chercheur et nous, et les habitants. Et puis enfin, une quatrième possibilité, ce sont des actions artistiques, soit avec des professionnels. Il y a un exemple là de photos avec des visions de fleurs par les insectes et par les hommes, soit par les enfants, où on leur fait travailler artistiquement sur les différents animaux. Et puis, avec les autres services de la ville, il y a une école des beaux-arts à Dijon, il y a un conservatoire de musique et de danse. L'idée est vraiment de faire entrer la nature dans tous les pans de la société et des habitants de Dijon.